Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 225e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 8 septembre, il est 11h, nous enregistrons un peu plus tôt que d'habitude parce que nos 2 invités du jour ont une semaine bien chargée avec à leur programme le Grand Prix de France de SailGP qui a lieu vendredi et samedi à Saint-Tropez. Notre premier invité n'est autre que le skipper de l'équipe de France de SailGP qui reste sur une très belle victoire en Allemagne. On va en parler. Il s'agit bien évidemment de Quentin Delapierre. Salut Quentin. Bonjour à tous. Notre deuxième invité a quant à lui rejoint l'équipe de France il y a un peu moins d'1 an en tant qu'entraîneur après avoir dirigé l'équipe de France de voile olympique jusqu'aux Jeux de Paris. Il s'agit de Philippe Mourniac. Salut Philippe. Bonjour à tous. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation et comme d'habitude, avant d'échanger avec vous, je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé depuis le début de la saison 5 de SailGP. Celle-ci a démarré en novembre 2024 à Dubaï, mais sans l'équipe de France qui ne disposait pas encore du nouveau bateau construit par SailGP Technologies. Elle devait faire ses débuts en janvier à Auckland, mais un problème au niveau de l'aile l'en a empêché, a donc repoussé ses débuts à février à Sydney, où les Bleus ont pris la 6e place. Ils ont enchaîné par une nouvelle 6e place à Los Angeles, avant 2 podiums à San Francisco et New York avec la 3e place à la clé, une 10e à Portsmouth en Grande-Bretagne, avant une victoire le mois dernier à Sassnitz, au nord de l'Allemagne. Première victoire de la saison pour les Bleus au classement général de SailGP, alors qu'il reste encore 4 Grands Prix à courir, dont celui de France à Saint-Tropez. L'Australie de Tom Slingsby est en tête, à égalité de points avec les Black Foils de néo-zélandais de Peter Burling. La Grande-Bretagne de Dylan Fletcher suit à 3 points, l'Espagne de Diego Botin à 5, tandis que la France est 5e à 14 points du premier et à 11 points du podium. On rappelle qu'à l'issue du dernier Grand Prix de la saison programmé les 29 et 30 novembre à Abu Dhabi, les 3 premiers au classement général disputeront la grande finale de la saison sur une manche qui sacrera donc le champion 2025. Le tenant du titre est l'Espagne qui avait succédé l'année dernière au palmarès à l'Australie qui avait remporté les 3 premières saisons de SailGP. Et pour être complet, le programme de la saison 6 a déjà été dévoilé, il comprendra 13 Grands Prix et cette saison s'ouvrira en janvier 2026 à Perth en Australie. Voilà pour cette présentation. La première question que j'ai envie de te poser, toi, Quentin, c'est un peu, raconte-nous comment se passe une semaine précédant le Grand Prix de France. Est-ce que c'est une semaine un peu plus chargée pour toi que d'habitude ou c'est une semaine pré-Grand Prix assez classique? Oui, on peut dire ça que c'est bien plus intense que d'habitude. Et on se prépare aussi avec PH à fonctionner peut-être un peu différemment et à être persuadé qu'on va être focus sur Saint-Tropez parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, ce week-end, j'étais à Monza pour faire la promotion du Grand Prix avec Canal+. Et puis là, je suis à Paris pour 2 jours. Ça m'arrive pas sur les autres Grands Prix de la saison. Donc là, c'est vraiment parce que c'est Saint-Tropez et voilà, c'est hyper stimulant parce qu'on est évidemment ravis de venir régater à Saint-Tropez devant les Français, mais dans le même temps, il faut s'adapter, trouver des nouveaux fonctionnements parce que il y a vite fait de s'y perdre et d'arriver sur l'eau en n'ayant pas l'impression d'être prêt à régater. Donc il faut faire attention. Tu parlais de Monza, où avait lieu le Grand Prix de Formule 1 d'Italie ce week-end. Justement, est-ce que quand tu compares un peu les deux formules, la Formule 1 et le SailGP, on dit souvent que le SailGP est la Formule 1 de la voile. Est-ce que tu retrouves beaucoup de similitudes quand tu t'immerges un peu dans un Grand Prix de Formule 1 comme tu l'as fait ce week-end? Oui, complètement. C'est assez perturbant d'ailleurs. Je pense que CLGP bon, tout le monde est au courant, mais CLGP s'inspire beaucoup de la Formule 1, que ce soit au niveau
du marketing ou de l'architecture du circuit, la manière aussi dont on donne accès aux athlètes pour les fans. C'est assez perturbant de voir comme on retrouve des fonctionnements de Formule 1 sur CLGP. Et puis, ouais, j'ai eu la chance d'aller dans un garage pendant les essais libres et j'étais hyper intéressé par leur volant parce que, bah, comme tu sais ou comme vous le savez, on a de plus en plus de HMI sur les bateaux. Avant, quand on était barreur, on faisait que diriger le bateau. Maintenant, sur des circuits comme CLGP ou la Coupe, on a de plus en plus d'HMI sur les barres. Et c'était très intéressant de pouvoir voir le volant d'Esteban Ocon et de voir un peu quelle fonction il avait, sur quel doigt, comment il les utilisait, à quelle fréquence. Donc j'ai appris plein de choses et c'est vrai que je pense que CLGP a fait un énorme travail depuis 5 saisons maintenant et on a des atouts que la Formule 1 n'a pas, je pense. Et inversement, la Formule 1 a des années d'expérience dans pas mal de domaines et je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et quels sont ces atouts que la Formule 1 n'a pas? Bah, je pense que la Formule 1 a un gros désavantage par rapport à CLGP, c'est quand vous êtes sur un Grand Prix de Formule 1. Vous vivez l'expérience, vous avez le charisme d'une F1 avec le bruit, et cetera. Par contre, vous êtes positionné à un certain endroit du circuit, donc entre guillemets, vous voyez les voitures une fois par tour. Quand vous venez voir un Grand Prix de CLGP, bah, vous voyez toutes les courses, l'entièreté. Il y a une expérience complètement différente de votre expérience derrière la télé parce que vous n'avez pas besoin d'écran pour suivre la course. Et ça, je pense que c'est un énorme atout de CLGP. Je pense que quand on achète une place de CLGP, il y a une expérience qui est bien plus complète qu'en F1. Là où en F1, j'étais encore très surpris de voir les différents packages. Et il y a certains packages où on voit carrément pas la piste. Ça n'existe pas sur CLGP. Je pense il y a aussi un autre atout, c'est un circuit de F1, c'est très très bruyant. Alors j'imagine quand on est amoureux de sport auto, c'est un peu ce qu'on recherche aussi. Mais je pense que le bruit des foils et la comment dire la quiétude du vent et du bord de mer sont aussi des gros atouts pour CLGP. Ouais, c'est clair, il faut pas oublier ces bouchons quand on va sur un circuit, de Formule 1. Philippe, on va revenir un petit peu en arrière, ça fait maintenant bientôt 1 an que tu as intégré, l'équipe de France de CLGP, en tant qu'entraîneur. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé? Tu es passé de plusieurs années au service de la voile olympique et tu étais, à ton dernier poste directeur, de l'équipe de France, à celui d'entraîneur de l'équipe de France de CLGP? Bah, déjà, la première chose, c'est que, je suis, vraiment proche d'un grand nombre de personnes de l'équipe de CLGP et qui étaient aussi sur la coupe et en particulier des navigants. Alors pour citer que, Kevin Péponnet parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'entraîner en olympisme pendant plusieurs années et puis Quentin, sur différents projets, alors forcément le projet le plus connu, où on a participé ensemble, c'est les Tours de France à la voile, donc avec le projet Lorina. Donc voilà, il y a une grande connaissance des personnages qui fait que, forcément quand ils ont décidé de quitter l'olympisme, je suis une des premières personnes, à qui ils ont exposé leur volonté de peut-être à l'époque, hein, arrêter l'olympisme pour aller sur un autre projet. Donc je suis resté très proche. On a beaucoup échangé, moi pendant l'avancée du projet Paris 2024 et eux, pendant leur projet donc CLGP et Coupe. Donc on est toujours resté en contact. Bon, ça fait longtemps qu'on parlait de cette possibilité alors pour moi, je vais dire de revenir à mes premiers amours parce que c'est vrai que j'ai déjà été sur le monde de la coupe en 92 et puis ensuite en 2003 et en 2007. Donc même s'il y a eu des années d'olympisme comme athlète, puis des années d'olympisme comme entraîneur et puis des années d'olympisme donc Paris 2024 comme directeur de l'équipe de France. Bon, c'est quand même un milieu que je connais bien. Donc
tant que les jeux étaient pas passés, bon, de toute manière, voilà, on allait sur les jeux. Je m'étais engagé à rester avec l'équipe de France jusqu'à la fin de l'année pour vraiment finir de la meilleure des façons possibles le projet Paris 2024. Et par contre, sur la fin de l'année, donc à partir du mois d'octobre, on a continué ces discussions, mais c'est vrai que ces discussions, elles se sont vraiment orientées sur la question de savoir si oui ou non j'aurais potentiellement envie de venir les rejoindre. Bon, ça a pas pris beaucoup de temps, hein, parce que globalement tous les points sont ouverts, hein. Le bateau est tout simplement incroyable, le circuit est dément, et puis il y a une vraie volonté de fonctionner avec cette équipe, aussi bien sportive que le short team, que les managers. Donc voilà, la décision a été vite prise, et donc je suis passé directement de fin décembre de mon poste en préparation olympique avec la Fédération française de voile au poste donc d'entraîneur sur le circuit CLGP, et j'espère bientôt, très prochainement aussi, sur le circuit Coupe de l'Amérique. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Quentin, j'imagine que tu étais aussi associé à cette décision de faire appel à Philippe. Comment ça s'est passé? Et c'était une suite logique pour toi après les années avec Thierry Douillard? Ouais, PH, il me fait rigoler parce que il a fallu quand même il a fallu le convaincre un petit peu. On a même eu une discussion au bout d'un moment. Je lui ai dit, mais Phil, si tu veux pas venir, c'est ok, il y a pas de problème. Je veux juste que tu sois convaincu de vouloir venir et performer. Et il m'a dit non, on s'est mal compris. C'est juste que je pose beaucoup de questions. Donc ça a été assez marrant le recrutement, et puis au final on en a pas mal rigolé par la suite. Moi, Philippe, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, quand même à la fin de l'Orina, il m'a branché pour refaire de l'olympisme, etc. Pendant tout le NACRA, j'étais en contact avec lui pour essayer d'avoir des retours de sa part ou des conseils. Et puis, sur CSGP, moi, j'ai jamais eu trop de doutes que PH était la bonne personne. Donc, j'en avais parlé avec Bruno et Stéphane. Et par contre, je pense qu'on avait aussi une idée très claire de ce qu'on cherchait en tant qu'entraîneur. Donc, l'idée, c'était de faire peut-être une fiche de poste un peu formelle à Philippe, mais avec au moins l'idée d'avoir une demande très claire vis-à-vis de Philippe, et qu'il puisse s'en imprégner et nous dire si ça lui correspondait ou qu'il le sentait pas. Et je crois que ça se voit sur les résultats. Philippe c'est super bien intégré. Il a eu un énorme défi devant lui. C'est CSGP, c'est pas facile à intégrer. Il y a énormément de pression déjà, énormément d'outils à appréhender. Le coach Booth, aujourd'hui, il est hyper important. Que ce soit Philippe ou Lucas, ils font partie intégrante de la perf, et Philippe encore plus parce qu'il a des calls hyper importants pendant les manches. Donc voilà, je suis pas déçu de notre choix. Je pense qu'on a fait un très bon choix, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront. Philippe, justement, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé sur le circuit CLGP? C'est quand même un circuit particulier, comme le disait Quentin, avec beaucoup de pression, mais aussi des bateaux quand même assez techno, qui vont pas aux mêmes vitesses que ceux sur lesquels tu travaillais avant. Qu'est-ce qui marque quand on débarque sur ce circuit, et comment il faut rentrer dans ce costume d'entraîneur? Déjà, il y a la technologie du bateau elle-même qui est vraiment fantastique. Après, la deuxième chose, c'est le circuit en tant que tel. C'est vrai qu'on passe d'un concept où on fait 2 ou 3 manches qui quand même vont durer à peu près 1 heure, et cetera. Là, CLGP, tout à l'heure on parlait de Formule 1, c'est exactement ça. Là, il y a 4 manches par jour. C'est des manches qui sont très courtes, ça dure 10-12 minutes. Donc il y a une adrénaline qui est vraiment super. Et puis après, vraiment le truc incroyable dans ce circuit, c'est que on a accès à tout. C'est-à-dire que aucun bateau ne peut faire quelque chose de façon cachée par rapport aux autres, hein. Le matériel, encore une fois, il est fourni par la ligue CLGP.
donc tout le monde a le même matériel. On a accès en temps réel à toutes les datas de tout le monde. On a accès aux différents rapports de perf, etc. Donc c'est une richesse incroyable. Et puis le troisième élément, qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein. Normalement, 5 minutes avant le départ jusqu'à l'arrivée, on n'a aucun contact quand on est dans la position de coach ou d'extérieur avec l'athlète. Sur le circuit CLGP, comme l'a dit Quentin, l'énorme différence, c'est qu'il y a un coach booth. Donc chaque équipe envoie ses 2 coachs. Alors nous, les Français, mais comme d'autres équipes, on a fait le choix donc d'un coach et d'un data analyst. Et en fait, on est à bord du bateau avec eux, c'est-à-dire qu'on est en communication permanente avec eux. On peut intervenir sur différents sujets. Donc ça, c'est vraiment incroyable, aussi bien sur les réglages, être sûr qu'on est bien dans ce qu'on s'est défini comme étant ce qu'on appelle les points de fonctionnement, que sur les différentes manœuvres, que sur les choix de trajectoire. Enfin, on est partie prenante complète de la Manche. Donc ouais, c'est un circuit qui n'existe nulle part ailleurs et qui est vraiment, tout simplement exceptionnel. Et ça, Quentin, la discussion permanente avec la cellule de coach qui est à tes côtés pendant les manches, comment tu le gères? C'est pas un peu perturbant d'avoir à tout faire en même temps, parler au coach, mener le bateau, qui, on rappelle, c'est quand même des bateaux qui filent, qui sont capables de monter au-delà de 50 nœuds, donc il faut être super vigilant, il y a des manœuvres à faire. Comment ça se gère? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le casque, notamment pour moi, mais pas que ce soit pour Jason et Kevin notamment. Il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Donc il faut savoir trier. Et l'idée, c'était de permettre à Philippe de trouver un langage qui me percute. Donc PH a fait un gros travail sur le lexique, savoir quel mot, à quel moment, quand est-ce qu'il faut au contraire surtout pas parler. Et ça nous est arrivé au début, en plein milieu d'une manœuvre, que Philippe me donne un call sur la prochaine gate. Et en fait, on a travaillé ensemble pour éviter ce genre de choses, parce qu'au milieu d'une manœuvre, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est du pur bot handling. Si jamais il y a un call qui a rien à voir avec ça, qui arrive en plein milieu, on peut crasher une manœuvre. Donc ça a été au début un gros travail. Et puis après, moi, ce que je souhaitais, PH, c'est un très bon tacticien. Il a fait une bonne partie de sa carrière à ce poste. Donc je voulais absolument lui donner une place de tacticien, pas du tout de conseiller ou d'observateur. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir PH qui fait des calls très clairs, engagés, et surtout qui me met la pression pour délivrer ce qu'il a en tête. Et si jamais je fais un choix différent, il faut que j'ai des bonnes raisons, il faut que j'ai vu une chose en particulier, ou au contraire que je puisse me dire sereinement, là, ce qu'il me demande, je peux pas le faire parce que techniquement c'est pas possible, ou il y a trop de monde sur cette bouée. Donc voilà, mais on en parle beaucoup avec Philippe, mais c'est vraiment cette saison où j'avais déjà eu ça un peu l'année dernière, mais cette saison, j'ai besoin, je sens qu'on a toutes les cartes en main. J'ai vraiment besoin que PH soit très exigeant avec ce que je fais, et qu'il me mette la pression sur ce qu'on a estimé être des points très importants sur une journée. Philippe, tu es où géographiquement pendant les manches? Tu es sur l'eau, ou tu es dans une cellule avec ton data analyst à côté? Ça se passe comment concrètement? Non, concrètement, oui, on n'est pas sur l'eau. Le coach booth, c'est un espace réservé pour, encore une fois, pour les 12 équipes. D'accord. Donc on a 2 postes de travail par équipe. Donc nous, encore une fois, le choix, c'est l'entraîneur et un data analyst. Et puis on a différents écrans. Alors on a un écran qui est fourni par l'organisation, où sur cet écran, on a les différentes images possibles. Donc la caméra embarquée à bord du bateau français, les vues hélico, et puis les informations dont l'équipage dispose sur l'aile, hein. Il y a 2 télés de chaque côté de l'aile avec un certain nombre d'informations qui sont affichées. Nous, on vient avec 3 ordis.
donc pour pouvoir suivre. Et puis après, on s'est vraiment bien réparti. Lucas est vraiment concentré sur l'aspect vraiment perf. Lucas, tu peux juste donner son nom? Oui, Lucas Delcourt, donc D'accord. data analyst qui nous a rejoint. Donc très concentré vraiment sur l'aspect data. Donc d'abord dans un premier temps nos data à nous par rapport à toutes les consignes en amont, les points de fonctionnement pour les conditions du moment. Deuxième chose, c'est la comparaison potentielle de nous et d'autres bateaux qu'on a identifiés en amont ou qu'on identifie dans l'instant parce qu'il y a une situation de contact. Et la troisième chose, forcément, c'est aussi, comme on a accès vraiment à toutes les datas de tout le monde, bah, c'est un travail un petit peu d'espionnage de ce que font les autres pour être prêt, ben, quand le moment s'y prêtera, d'éventuellement amener l'information que tel équipage naviguait de telle ou telle façon, quoi. D'accord. Et après, donc moi, plus bon, alors après ça interagit quand même, hein, mais plus concentré, comme l'a dit Quentin, vraiment sur l'espace de jeu. Donc ce que je peux voir, alors des fois, enfin assez souvent de visu, puisque généralement les coach booths on est placés aux premières loges, hein, donc face à la zone de course. Mais ça nous arrive aussi d'être en aveugle. Donc on a déjà eu le cas à Los Angeles, on va l'avoir à nouveau à Saint-Tropez. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une salle aveugle avec Ah, d'accord. aucune vue sur le plan d'eau. Mais même chose, on a différents, enfin, on a toutes les caméras possibles et différents softs qui nous permettent ben, d'appréhender un certain nombre de points qui vont permettre de prendre des décisions sur la trajectoire à suivre. D'accord. Quentin, on va débriefer un petit peu la saison 5, donc qui a débuté sans vous, c'était à Dubaï en novembre dernier. Avant de parler de cette saison 5, quel bilan tu avais fait de la précédente? On rappelle que vous avez terminé à la 7e place si je me trompe pas et que vous aviez été 4e de la précédente. Quel bilan tu as tiré de cette saison et est-ce que tu as exprimé le besoin de changer certaines choses à l'issue de cette saison 4? Le bilan de la dernière saison, c'est une place de 7, mais surtout encore une bataille pour la grande finale, comme on avait eu en saison 3. Euh, mais là, le bilan que j'en ai fait, c'est qu'en saison 3, on s'était fait un peu broyer par les Anglais pour différentes raisons, mais je pense que la raison majeure, c'est qu'on était tout simplement pas au niveau sur ce plan d'eau. À San Francisco, les Anglais nous avaient vraiment mis à mal, et en plus de ça, ils avaient eu, je crois, 2 jours d'entraînement en plus que nous là-bas, donc c'était très très compliqué. La saison dernière, c'est un scénario complètement différent. Je pense qu'on était en, on va dire, il fallait faire une très très belle régate pour rentrer en grande finale, mais malgré tout, c'était possible puisque je crois qu'on était à 4 points. On fait un samedi de très bon niveau où on met à mal les Espagnols. Je pense qu'on les avait bien fait douter. Et puis le dimanche, euh, l'Espagnol finit par venir nous chercher pour nous prendre en match race. Et là, pareil, on sort vainqueur de cette phase. Par contre, ce qui se passe pas bien après, c'est que bah, on fait 2 grosses erreurs et qui nous terminent nos chances d'aller en finale. Donc c'est-à-dire, c'est une place de 7e au championnat parce qu'on a un gros carton. Ouais. Malgré tout, moi, j'ai vu une vraie progression dans le fait qu'on était devenu dominant à San Francisco sur cette saison 4 et qu'on avait tout pour y aller, sauf que bah, on a fait une très grosse erreur. Est-ce qu'il fallait changer les choses à la suite de ça? C'est certain. On a eu de grosses discussions. Il y a eu aussi une grosse période de digestion parce que c'était euh, un peu traumatisant quand même, hein. On était à 2 doigts de notre rêve et puis bon, ça s'arrête de la pire des manières. Et puis ensuite, moi, je sais pas, j'ai pas dévié d'1 centimètre. Je suis toujours convaincu que bah, on a ce qu'il faut pour gagner. Par contre, il faut qu'on soit très solide sur une seule chose, c'est éviter les grosses pertes. Et c'est quelque chose où je sais pas si c'est culturel ou autre, mais c'est pas facile. Je pense qu'on
on a toujours une tendance à vouloir développer ou aller chercher le détail, où on a peut-être une perception de la performance qui est une addition de petits détails. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je pense qu'on a, au contraire, un niveau de base qui est très solide maintenant et aujourd'hui plus que jamais parce on est leader sur tout un tas de domaines. On est toujours leader sur les départs. On a une très bonne vitesse moyenne. On est souvent dans les meilleurs au press, souvent dans les meilleurs au portant. Les manœuvres, ça nous est rarement arrivé d'enchaîner des grands prix où on est en tête sur la qualité des manœuvres. Par contre, il y a des fois, on délivre pas le niveau de base et là, on fait des grosses erreurs et ça nous coûte entre 600 et 800 mètres. Si on gomme ça, plus de questions à se poser. Je sais Ouais. exactement où on finit en fin de saison. Je dirais à minima en grande finale et au mieux, on la gagne. Euh, voilà, pour moi, c'est du bon sens. Malgré tout, c'est un combat quotidien d'essayer de comment dire, de vulgariser cette vision et de se dire c'est là qu'on va. On cherche pas le détail, on cherche à gommer nos grosses erreurs. Euh, et cette saison, je pense qu'avec Philippe et Lucas, c'est d'autant plus solide parce qu'ils ont cette capacité à venir démocratiser cette vision et faire en sorte que tout le monde y adhère. Ouais, donc il vaut mieux travailler le fond de jeu, là, avoir un fond de jeu solide plutôt que tenter des gestes techniques, qui peuvent rapporter de temps en temps, mais qui peuvent aussi faire des erreurs, quoi. C'est un peu si je résume, c'est un peu Ouais, ça? ouais, ouais, pour moi, c'est exactement ça. Et je sais même pas si ces gestes techniques, Oui. ils rapportent factuellement. C'est juste la beauté de notre sport et on est attiré par ça, c'est normal. Mais voilà, c'est comme au foot, quoi. Au lieu de faire la passe, si tu dribbles, bah, faut être sûr que ça marche. Si ça marche pas, Ouais. bah, tu fais perdre ton équipe, quoi. Exactement. Il y a une nouveauté principale cette année au point de vue technique, c'est l'arrivée des foils, hantés. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que ça change, ce que ça change pour toi et pour l'équipage? Bah, les foils hantés, c'est une réussite en termes de performance. Ça va mieux. Les VMG sont meilleurs. Les manœuvres sont meilleures également. C'est ce que ça change à la barre et pour l'équipage, c'est que ça change le leeway du bateau de manière assez significative. Il y a entre 3 et 4 degrés de moins de leeway. Donc, il y a plus de pression dans la barre. Le bateau est un peu plus ardent qu'il n'était auparavant. Pour le profil de l'aile de Kevin, ça change aussi énormément parce que l'aile de Kevin ne voit pas le même vent apparent que d'habitude. Euh, les D'accord. trois les 3-4 degrés de leeway dont je parle en moins, Kevin, il se les prend en plus dans l'aile, donc il faut adapter le profil. Et puis pour Jason, je pense qu'il dirait que c'est plus facile qu'avec les foils en L. Ce qui franchement nous a surpris, parce qu'on pensait que des foils en T sans contrôle avec un flap, mais on est en full rake, donc ça veut dire qu'il y a toute l'aile qui bouge avec le rake de Jason, et du coup, on pensait que le CL allait être difficile à contrôler. Or, c'est plutôt l'inverse. Je pense que Jason, il est d'autant plus à l'aise avec les foils en T qu'il n'était en foil en L, où il était déjà très très solide. Donc voilà, et puis je pense que bon, on l'a vu à Sassnitz, les Danois ont battu le record de vitesse, 104 km/h sur un F50, ça commence à franchement trembler. Déjà proche de 100, c'était chaud, mais là ça devient vraiment chaud. Et puis voilà, si sans rentrer dans le détail, mais c'est assez hallucinant de voir le changement de conduite, notamment auprès. Avant, on était vraiment omnibulé avec les foils en L sur essayer de fermer les trous in angle au maximum, d'être focalisé sur des VMGO. Là, avec les foils en L, les VMGO, il peut être très très coûteux, voire dramatique. Et du coup, faut à minima être à la boat speed target, voire des fois l'overshooter, parce que c'est des foils qui travaillent très très bien plus ils sont loin de leur drag bucket. Et, euh, et bah, là-dessus, on a beaucoup de chance d'avoir Lucas Delcourt qui nous a
fait gagner un temps monstrueux sur ses analyses et qui nous a aussi éduqués à cette nouvelle manière de ricater, quoi. Ouais. Juste un petit rappel sur le fonctionnement en bord. Donc toi, tu es pilote de bateau. Tu parlais de Kevin Peponnet et Jason Sanders. Il y en a un qui est contrôleur de l'aile et un contrôleur du vol, hein, c'est ça? Si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, Kevin de l'aile et Jason du vol, management du vol. Et à côté de ça, il y a 2 équipiers, qui moulinent, c'est ça? Vous êtes 6 à bord, c'est ça? Ouais. Du Ouais, coup, ça. il y a Timothée et Olivier Arlédan qui sont les 2 grinders, qui sont en poussée la plupart du temps. Donc c'est vraiment les 2 plus physiques qui mettent des watts dans le bateau. C'est un poste hyper exposé, parce que souvent ils se mettent à traverser quand le bateau tourne. Donc il faut, faire attention à eux parce que, Ouais. souvent, dans les turns, ils peuvent se faire éjecter ou se faire mal. Puis ils ont souvent le cardio, à bloc. Et puis Mathieu Vandamme, qui winch avec eux, qui est en charge, du foc notamment, mais aussi, de l'inversion de l'aile, qui est un rôle, déterminant, parce que l'inversion de l'aile, définit pas mal la stabilité de plateforme dans les manœuvres. Et il y a, Manon Audinet qui est à l'arrière du bateau en tant que stratégiste, qui vient, vraiment, faire une comptabilité des calls de Philippe, parce que des fois, moi, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et Manon, elle a cette capacité, à, être comptable de ce que dit PH et du coup, si je repose une question, elle me répond, en instantané. Et puis, un rôle, qui est, en fait, le rôle le plus important à bord, qui est, celui de Mmh. regarder l'angle mort et c'est la responsabilité de Manon. Pourquoi c'est plus important? Bah, tout simplement parce que déjà d'une, on peut, crasher un bateau et se faire mal, mais surtout, ça coûte très, très cher en points de pénalité. Ça peut, détruire une saison. Je crois que c'est la première saison où on voit des équipes qui sont en négatif au classement général et Ouais, tout à fait. voilà, c'est un poste qui est très ingrat parce que, il suffit d'une fois où Manon voit pas bien un bateau, où ça se passe pas bien et où moi je reçois pas bien son call et puis, bah, c'est le drame, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. On voit effectivement au classement général, après, 7 ou 8 grands prix, par exemple, les Américains, ils ont moins 8 en nombre de points. Donc effectivement, ça peut vite faire, avoir des conséquences, importantes au classement. Philippe, on va pas rentrer dans le détail de tous les grands prix du début de la saison, mais avant de parler quand même de celui de Sassnitz où l'équipe de France s'est imposée, quel est un peu le bilan que tu as fait de la première partie de saison jusqu'à Portsmouth, hein? Je disais, j'ai cité un peu tous les résultats tout à l'heure. Il y avait notamment de podium. Quel était, avant d'arriver en Allemagne, le bilan à mi-parcours? Ben, déjà, on a fourni un gros travail en amont de la saison, pour essayer entre nous de nous accorder sur, la définition de qu'est-ce que ça veut dire de performer sur un circuit comme CLGP, à l'échelle d'un Grand Prix, à l'échelle de la saison. Donc on a défini un peu une feuille de route, une histoire, à essayer de mettre en place, pour pouvoir la vivre pleinement, quoi. Et c'était d'autant plus important que, bah, la saison, elle commençait, déjà de façon différente des 11 autres équipes puisque le 1er Grand Prix, ça c'était acté, Dubaï, on le regardait de la terre, quoi, on n'y participait pas. Alors après, comme tu l'as dit, dans ton rappel, bah, le 1er, gros point noir de ce qui s'est passé, bah, c'est que finalement, le 2e Grand Prix, on est aussi resté à terre pour le regarder. Donc, bah, ça, c'était pas prévu. Et puis après, bah, derrière, bah, forcément, ça s'enchaîne parce que qui dit, problème à Auckland qui nous empêche de naviguer, dit que quand on arrive à Sydney et ça a été la réalité, on a récupéré le bateau, vraiment, quelques heures avant la première fois où on a lâché la bouée pour aller naviguer. On imagine que sur n'importe quel bateau, il y a un temps où bah, on vérifie que tout est à l'endroit où ça doit être, que tout fonctionne, et cetera. Bah là, nous, on a été directement mis dans le bain. Donc c'est vrai qu'on a eu 1 ou 2 grands prix où bah, c'est normal, hein, on a eu des petits soucis techniques à bord. Et puis surtout, on découvrait l'engin. Mais ce qui était intéressant, c'est que comme on avait vraiment défini en amont cette histoire, on est resté dans notre learning process
on était en capacité sur un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on avait établis, de montrer qu'on était sur une pente ascendante. Donc on était dans le bon sens déjà et pleinement dans ce learning process, quoi. Et ce qui est top, c'est que les résultats sont venus, hein, pour montrer que effectivement on était bien en progression. Donc on a eu ces deux podiums aux États-Unis. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en parallèle, comme on avait défini aussi tout ce qui peut expliquer la perf sur cette GP, on savait que dans ce learning process, on dominait pas encore tout, mais on sentait qu'on progressait. Et c'est vraiment à New York où, pour la première fois, mais presque, je dirais, en fin de New York, on était en capacité de se dire bon là on a enfin réuni le puzzle, on a enfin en tout cas la grande majorité des éléments qu'on imagine comme indispensables pour aller chercher une perf. Et donc on allait débarquer sur le circuit européen avec ce sac plein d'outils et de bons outils. Et bon, malheureusement Portsmouth, et c'est pas de notre fait, mais n'empêche que voilà, on l'a subi. Donc on a une aile qui casse, donc qui nous empêche d'aller chercher la perf que raisonnablement on pouvait espérer, hein. On va pas refaire l'histoire, mais grosso modo, tout ce qu'on voit de l'entraînement avant et tout ce qu'on voit de la perf réalisée sur l'eau le dimanche, montre que effectivement on s'était pas trompé à New York. On avait notre sac d'outils qui était plein et performant. Donc du fait de ce truc-là, après Portsmouth, on s'est réunis puis on a redéfini des objectifs. On avait 4 grands prix européens devant nous. On va arrêter de penser trop long terme parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'éléments qui étaient contre nous. On va se concentrer sur l'enchaînement des 4 événements européens, et l'objectif redéfini tous ensemble, c'est on va essayer d'aller chercher 3 voire 4 finales, ce qui est quelque chose qui n'existe pas, hein. Seule une équipe ou 2 a enchaîné 3 finales d'affilée. Donc vraiment un objectif, un Everest, hein, comme on dit entre nous. Et puis bon, l'autre chose qu'on avait, c'était aussi d'apprendre à gagner. Ça, on a réussi à le cocher, donc ça, c'est bon, c'est passé au vert, mais on s'est redéfini notre objectif qui est d'être capable de répéter la performance. Donc voilà, donc moi la vision que j'ai, c'est que vraiment tout le travail en amont fait on s'est défini une feuille de route. Et pour l'instant, même s'il y a eu pas mal d'embûches au milieu, on essaye de rester en cohérence avec notre feuille de route, et on est dans les timings. Et donc voilà, maintenant il nous reste 3 grands prix encore en Europe, hein, Saint-Tropez, Genève et Cadiz. Donc il faut qu'on continue à aller chercher des finales. Ouais, exactement. On revient un petit peu sur le Grand Prix d'Allemagne, où vous avez, je crois, Quentin, si je me trompe pas, je crois que c'est la deuxième victoire de l'équipe de France en tout depuis que cette GP a été lancée. Vous aviez gagné une première fois, je me souviens. Troisième. Troisième, excuse-moi. M'enlève pas un Grand Prix, hein. Troisième victoire, je t'enlève pas un Grand Prix. C'est un Grand Prix d'Allemagne qui avait pourtant débuté avec une figure libre à l'entraînement, avec un décrochage de Safran. L'image est assez impressionnante où on voit le bateau planté, toi aux commandes qui est projeté un peu vers l'avant. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. J'imagine que quand on est à la barre, ça doit être assez impressionnant. Nous de l'extérieur, c'est impressionnant, mais comment tu l'as vécu de l'intérieur? Ouais, c'est une piqûre de rappel que notre sport est en train de changer. Il y a quelque chose que j'avais pas forcément réalisé, c'est quand même on était proche de 100 km/h, et quand ça enfonce, ça s'arrête net. Donc c'est quand même pas si loin d'un crash de voiture, même si l'impact est pas le même, mais la décélération elle est quand même assez grosse. Et ouais, sur le moment, c'est très très violent. Enfin, j'ai jamais senti ça sur un bateau. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, on est sur une configuration de bateau qui est au-dessus du crossover. On a les gros appendices alors qu'il y a entre 20 et 25 nœuds, je crois. Ouais, ouais. Juste avant, franchement, je suis pas loin de retirer le bateau parce que je trouve que c'est vraiment marginal. Et sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a la première poule, parce que le vendredi, on est splitté en 2 flottes, et la première poule fait la manche. Et bon, faut quand même savoir qu'on a
une dette de jours de nav par rapport aux autres équipes qui est conséquente. On est de loin l'équipe qui a le moins navigué cette saison et on parle de 10 jours par rapport à l'équipe qui est après nous, quoi. Il y a 10 jours de différence. Je te parle même pas du nombre de jours par rapport aux autres. Mais on a cette dette qui nous trotte dans la tête parce que pour le coup, c'est assez factuel. Sur chaque Grand Prix, l'équipe qui navigue le plus, pour différentes raisons, souvent, elle est en finale. Même si c'est une équipe de fond de classement, il y a des équipes qui peuvent se métamorphoser parce qu'elles ont eu 3 jours de nav avant un Grand Prix. Et donc, à la fin de cette première manche de poule, quand je vois que ça se passe bien, je me dis, là, je peux pas retirer le bateau. C'est pas cohérent avec notre objectif de perf. Et donc, on se lance dans cette manche et en fait, juste avant le Berroë, on est à, je crois, à 93 km/h, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression d'y aller tout doux, mais le problème, c'est qu'il y a l'élévateur au vent, il se scinde en deux, et cet élévateur, il tire le bateau vers le bas, il rajoute de la puissance. Et au moment où il casse, il y a un moment qui se crée dans la barque et qui est vraiment super violent, et je lâche mes mains par réflexe. Je pense que c'était une bonne chose parce que sinon je me serais probablement pété les poignets ou Ah ouais. autre chose. Et c'est juste pas du tout le moment où il faut arrêter de te tenir, quoi. Et donc là, je me suis fait vraiment trimballer à droite, à gauche, puis au final, je me suis éjecté vers l'avant. Et ouais, ça a été. Enfin, sur le moment, tu réalises pas trop, mais le soir, quand j'ai regardé la vidéo, c'est vraiment la première fois de ma carrière où je trouve ça limite plus violent en vidéo que de l'intérieur. Souvent, Ah ouais. on surréagit, et puis quand on regarde les vidéos, on se dit: «Ouais, c'était pas si violent que ça». Alors que là, l'impact, il est quand même costaud. Et et bon, le seul après, quand ça s'arrête, je me relève, je vois le bateau brésilien disloqué. Enfin, c'est un peu une vision d'horreur. Et après, un grand coup de chapeau à l'équipe, comment dire, médicale qui m'a pris en charge, qui a été très professionnelle. Manon aussi, qui a été top, qui a pris la barre pour ramener le bateau à bon port. Et puis, bon, c'est aussi des moments sympas parce que tu sens que ben, tes équipiers, notamment Olivier, qui avait peut-être pris le moins cher sur l'impact, a tout de suite demandé si tout le monde allait bien. Dès qu'il a vu que j'étais pas au top, il est venu me filer un coup de main. Et ouais, c'est aussi des bons moments où tu te rends compte que ce qu'on fait, ça peut souder aussi. Ouais. Mais à l'arrivée, c'est quoi, médicalement? Ça a été une espèce de mini commotion? C'est quoi, comment, quel était le diagnostic qui a été fait? J'ai pas eu de commotion, j'ai passé le test assez vite, c'était OK. Ce que j'ai eu, c'est en fait, j'ai eu des bons impacts sur les deux jambes. Enfin, il y a des vidéos, mais j'ai broyé la barre et il restait plus rien. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est Manon qui essaye de me pousser les jambes pour pouvoir barrer et faire lofer le bateau et l'arrêter. Mais elle y arrive pas parce que je suis en croix, quoi. Et après, ils m'ont quand même envoyé à l'hôpital pour être sûr que j'avais pas le tibia cassé, parce qu'il y avait un très gros hématome sur le tibia. Et au final, pas de casse plus que ça. Par contre, bon, j'avais quand même une bonne douleur et bon, je croisais les doigts pour que le lendemain, ce soit OK, quoi. Et Ouais, ouais, ouais. finalement, ça a fait. Bon, ça l'a fait et ça l'a bien fait parce que, vous remportez, donc la troisième victoire, en Grand Prix de l'équipe de France. Elle a quelle saveur justement au regard de cette saison qui est particulière, hein? Philippe l'a bien raconté tout à l'heure entre, le 1er Grand Prix que vous ratez, mais ça vous le saviez, le 2e c'était pas prévu, les problèmes à Portsmouth. Elle a une saveur particulière du coup cette victoire en Allemagne? Oui, oui, complètement. Bon, ça fait, le dernier Grand Prix qu'on gagne, c'est, à Sydney en saison 3 où on avait gagné toutes les manches. Et depuis, on a fait quand même pas mal de finales et c'est vrai que ça nous a souvent échappé.
Et souvent pour une chose, c'est bon, il y a certaines finales où on avait réussi à partir en tête et après ça c'était il y avait soit eu des faits de jeu, soit on avait fait des mauvais, on n'avait pas bien navigué et du coup on avait perdu ces finales. Mais quand même globalement, je pense qu'on a un atout, c'est les départs, mais en finale, ça faisait un petit moment qu'on les gagnait pas, quoi. Donc à San Francisco cette année, quand on est en finale, on gagne le départ et puis après on choisit pas la bonne bouée en bas et du coup on finit troisième. Mais à New York, par exemple, on sort en tête des finales, des poules. Il y avait vraiment tout pour la gagner et puis bah, sur le départ, je délivre pas forcément ce que j'ai en tête et on sort troisième. Et du coup là, avant la finale de Sassnitz, bah, Philippe nous avait bien rappelé l'importance d'un start sur une finale. Il m'avait demandé aussi de encore plus, comment dire, travailler cette phase à 3 et la présenter à l'équipe. Et bon, il m'en parle souvent des starts de la finale. Donc là, avant la finale, j'avais vraiment à cœur de délivrer un truc correct. Euh, et on le gagne pas, mais on est tout de suite dans le bon wagon. Et après, par contre, ce qui, moi, m'a marqué, c'était vraiment une finale où tu pouvais jouer le vent. Et je pense qu'on avait bien défini la structure du vent avec PH, la manière dont on voulait jouer les risées, est-ce qu'on s'enfonce dedans, est-ce qu'on se met en bordure. Et en fait, le premier coup au près, bon, on applique un peu entre guillemets bêtement ce qu'on s'est dit. Pour moi, il y a pas de vent sur l'anglais qui est devant nous et puis euh, on a un bon gauche au moment où on enroule la bosse sous le vent. Pour moi, il y a une super ligne en bâbord qui peut nous amener loin avec du bord rapprochant et puis on fait le virement là-dedans et ça nous projette en tête. Et ça, bah, quand tu fais de la voile, c'est quand même les coups dont tu rêves tous les jours, quoi. Donc quand ça arrive, en plus de ça en finale de cette GP, c'est euh, c'est génial. Et voilà, arriver à terre, tu vois le management, les CEO, PH, Lucas, enfin c'est des super moments. En plus j'ai la chance d'avoir ma compagne qui était là-bas. C'est bon, c'est sympa quoi. T'arrives à terre, à ta compagne, tu profites du moment. C'est un très bon souvenir, mais bon, comme l'a dit PH, c'est pas la fin de saison. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas dans la position où on voudrait être. Et puis voilà, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'est de construire une capacité à reproduire le niveau de base et non pas les hautes performances. Pour moi, c'est le niveau de base qui t'amène aux hautes performances, c'est pas l'inverse. Et je pense qu'on a encore du travail là-dessus. Donc, les prochains grands prix seront notre juge de paix. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui d'ailleurs qui veulent, comprendre, avec des images que ce que vient de dire Quentin pour, qui revient sur la finale, de ce Grand Prix d'Allemagne, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de CLGP où on voit un décryptage de cette finale qui est assez intéressant. Philippe, Grand Prix de France donc cette semaine, est-ce que tu peux nous raconter que c'est quoi la préparation type, en semaine précédant le départ d'un Grand Prix? Quels sont un peu les process habituels? Comment ça va se passer? Que vous vous retrouvez quand à Saint-Tropez? Et comment vas-tu préparer avec l'équipe ce Grand Prix? Bah, déjà, avant de basculer dans le Grand Prix d'après, il faut déjà, finir le Grand Prix d'avant. Donc, généralement dans les alors pas dans les jours, mais tous les lundis, on se réunit, enfin je réunis tout le monde en meeting. Donc, le 1er meeting qui va suivre, bah, c'est un débriefing du Grand Prix d'avant. Donc aussi bien enfin sur tous les aspects liés à la perf. Donc si possible, le plus objectif possible et puis forcément, ben, on doit être en capacité de faire évoluer nos points de fonctionnement puisqu'on a quelques jours de nav en plus dans notre historique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, une fois qu'on va dire, on a défini le point de départ de nos connaissances pour ces points de fonctionnement pour le Grand Prix d'après, donc là Saint-Tropez, bah, on va vraiment basculer dans Saint-Tropez. Donc, bah, tu vois, c'était ce matin, puisque j'ai parlé de tous les lundis matins. Donc, bah, ce matin, on est rentré dans ce qu'on appelle le carnet de jeu du plan d'eau.
Donc on essaye, à partir de données, statistiques sur le vent, l'état de la mer, enfin les conditions générales, sur l'historique, parce que là on est sur un plan d'eau où CLGP est déjà venu, d'essayer déjà de se préparer sur ce qui peut nous attendre et éventuellement, des débuts de conclusions, enfin en tout cas une synthèse la plus objective possible. Parce qu'encore une fois, la marque de fabrique de CLGP, c'est que tout va tellement vite que qu'on a le temps de rien, quoi. Donc il faut aller vraiment à l'essentiel, tout de suite. Donc tout doit être le plus anticipé possible. Mais par contre, quand on rentre à l'instant T dans l'action, là, on n'a plus le temps de faire des romans, hein. Il faut aller vraiment, au mot important, quoi. Donc voilà, ça c'est l'aspect. Alors sachant qu'en parallèle, bien sûr, les athlètes, eux, doivent prendre un temps pour, par exemple, Sassnitz, il fallait vivre pleinement cette victoire. Il faut pas bouder son bonheur. Ça arrive pas tous les jours. Encore une fois, c'est le 3e volant, donc la 3e victoire sur le circuit de l'équipe française, hein, donc c'est rare. Il faut profiter de ces instants-là, mais rapidement, il faut basculer dans la suite. Donc la suite, c'est déjà récupérer du Grand Prix d'avant, c'est continuer sa prépa physique, c'est continuer les différents paramètres qui expliquent la perf, c'est-à-dire, vraiment, le faire attention à sa diététique, nutrition, la qualité du sommeil, les séances de prépa physique qui, elles, continuent, pas mal de choses d'aspect logistique, à régler. Et donc là, concrètement, on voyage tous demain, donc mardi soir. Alors nos techniques sont déjà sur zone, hein, sont déjà à Saint-Tropez, en train de monter le bateau. Donc nous, on déplace tout le monde demain. Demain soir, tout le monde est à Saint-Tropez. Mercredi, on a une journée à terre, mais donc avec une partie pour s'occuper du bateau, entre guillemets, et une deuxième partie où on va travailler entre nous, parce que on profite d'autant plus que Sassnitz a été une victoire, pour être en capacité de revenir sur des choses qui ont pas fonctionné parfaitement à Sassnitz. Et puis jeudi, donc c'est la journée d'entraînement habituelle, hein, qu'on fait d'habitude le vendredi. Comme l'a dit Quentin, la flotte est séparée en 2 poules et on fait 2 manches d'entraînement par poule. Et le Grand Prix, donc, qui habituellement a lieu pendant les week-ends, à Saint-Tropez, du fait de Genève la semaine qui suit, le Grand Prix de Saint-Tropez est vendredi et samedi. D'accord. Quentin, une victoire à domicile, c'est vraiment ça serait le Graal pour toi? C'est, comme gagner la coupe du monde de foot, au Stade de France et c'est comment tu vas aborder un peu dans quel état d'esprit, psychologique tu abordes un peu ce Grand Prix? Non, c'est pas mon Graal. Mon Graal, c'est le même depuis 3 ans. Je veux gagner cette ligue. On y met beaucoup d'énergie et j'espère que qu'on s'en rapproche euh, vivement. Par contre, c'est sûr que c'est un Grand Prix très spécial. Je crois qu'on a fait 2 fois 4e sur ce Grand Prix, dont une fois à égalité de points. Donc là, ce serait absolument fantastique de rentrer en finale, d'autant plus de tout faire pour la gagner. Je pense qu'on a à cœur de délivrer ça devant les fans de voile français. Et puis, bon, il y a évidemment beaucoup de nos proches, beaucoup de personnes qu'on a côtoyées pendant notre carrière de voile ou autre. Donc, c'est sûr que c'est un Grand Prix pas comme les autres. Il y a beaucoup de monde sur l'eau qui viennent avec des bateaux proches du F50 nous faire coucou. Bon, ça arrive qu'une fois dans la saison. Et évidemment, gagner là-bas, je pense que ce serait beaucoup d'émotions et ce serait magique. Je le disais en introduction, vous avez, 11 points de retard sur la troisième place, hein. On rappelle donc qu'à l'issue du dernier Grand Prix, les 3 premiers disputeront la super finale ou la grande finale, je sais pas comment vous appelez ça exactement. 11 points, ça se rattrape, Quentin? Et quel est un peu, ton regard sur ce classement général? Il reste 4 Grands Prix, mathématiquement, ça se rattrape, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, d'ores et déjà commencer à cibler un peu, comme l'avaient fait un peu les Anglais et les Espagnols avec vous à un moment, les adversaires, vos adversaires principaux, ou c'est encore trop tôt à ce stade? Je crois que c'est la première saison où je régate pas avec la grande finale en tête parce que c'est encore sous notre contrôle, mais pas vraiment. C'est 11 points, c'est quand même beaucoup.
Et en fait, depuis Portsmouth où effectivement on prend l'aile sur la tête, je me dis bon, là il faut essayer de profiter de chaque Grand Prix jusqu'à la fin de saison, et la meilleure manière d'en profiter, c'est de les gagner, d'en gagner un maximum. Comme je l'ai dit, je pense qu'on n'a vraiment pas eu la réussite de notre côté là depuis le début de saison. C'est en train de tourner, et je pense que si on en gagne 3 voire 4 cette année, ce sera quoi qu'il arrive une super saison. Si par bonheur ça nous envoie en finale, ce sera encore mieux, mais je suis vraiment focalisé sur chaque Grand Prix. Je pense que les équipiers et équipières aussi, c'est très spécial quand même de gagner un Grand Prix CLGB, et je dirais pas que on se contentera de ça, mais comme a dit Philippe, ça arrive pas tous les jours, et quand ça arrive, bon, ça vient récompenser tout le travail et toute la patience dont il a fallu faire preuve. Un petit mot pour finir, bon, l'heure tourne, mais je voulais juste dire un petit mot sur la Coupe de l'América. Philippe, est-ce que toi tu es aussi impliqué sur les autres programmes de Cash Challenge, à savoir l'académie et la Coupe de l'América, dont on connaît, depuis, le 12 août, le protocole de la 38e édition? Bah, pour l'instant, c'est l'idée, initiale, mais c'est vrai que dans les premières discussions qu'on a pu avoir en fin d'année 2024, moi, ce que j'ai clairement exprimé, c'est que le challenge, ce qu'on posait sur la table, pour, sur le circuit CLGP, bah, c'est un challenge super élevé, et que j'ai vraiment décidé de pleinement relever. Donc c'est vrai que là, c'est 100% focus sur ce circuit CLGP. Alors, ça a été, entre guillemets, facilité, tant qu'on n'avait pas de protocole, parce que bon, suffisamment d'expérience sur la coupe pour savoir que on peut passer des heures à parler de choses qui deviennent complètement caduques dans la seconde où quelque chose d'officiel sort. Maintenant, la différence, c'est que depuis quelques semaines, enfin quelques jours, quelques semaines, bah, le protocole, il existe. Donc, ce qui veut dire que maintenant, vraiment là pour le coup, la véritable marche avant de la coupe, bah, elle est actionnée. Vraiment, ce qui est impressionnant dans ce que Stéphane Candler et Bruno Dubois ont réalisé, c'est que depuis la fin de Barcelone, donc de la dernière coupe, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour maintenir en action un groupe autour de ce projet coupe. Donc la coupe, on dit toujours, hein, quand on fait des retours d'expérience, ce qui revient tout le temps, c'est quand ça démarre, ça va beaucoup trop vite, et si on démarre même à l'heure ou un tout petit peu en retard, c'est un retard qui fait que se creuser. Donc il faut vraiment essayer de démarrer avec le plus d'anticipation possible. Et là, bon, bah, l'avenir nous dira ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux CIO, des personnages clés, donc comme Quentin, comme Skipper, et des personnages clés autour de vraiment de l'équipe à terre, design team, etc. Bah, non, en fait, n'ont jamais arrêté de travailler. Donc voilà, on verra bien sur quoi ça va déboucher, mais ce qui est sûr, c'est qu'on part pas d'une feuille blanche, quoi. Il y a déjà vraiment des idées assez précises, en tout cas du chemin qu'on veut suivre, et de pas mal de jalons de passage, quoi. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un peu plus sur le protocole et sur son interprétation, je vous invite à lire l'interview que nous avons fait de Stéphane Candler, le patron du défi français, sur Tip and Shaft, qui est sur notre site mardi. Quentin, un petit mot pour finir justement sur cette 38e édition. Donc on connaît effectivement le protocole, on commence à avoir une vision plus précise de ce que ça va être cette 38e coupe à partir de printemps 2027 à Naples. Est-ce que maintenant, d'ores et déjà, pour toi, il y a un programme qui se met en place? Est-ce que tu sais quand vous allez pouvoir renaviguer en AC40, en AC75? J'imagine que vous êtes dedans en ce moment. Oui, oui, on relance les assets, notamment la C40 va renaviguer à Lorient. Donc ça, je crois que c'est fin septembre et début octobre également. Donc c'est une bonne chose. Moi, je t'avoue, je suis pas hyper
intéressé de savoir quand est-ce qu'on va renaviguer. Par contre, une chose qui me prend beaucoup d'attention, c'est de savoir comment on s'organise, quelle philosophie d'équipe on adopte. Et j'avoue que je peux pas m'empêcher de de pousser ce que j'ai en tête et j'ai l'intime conviction qu'on fera pas de perf ou on gagnera jamais cette compétition tant qu'on recrutera pas que des experts et qu'on leur donne leur zone de responsabilité en leur faisant confiance. Je pense on est dans une compétition où tu peux pas avoir de couteau suisse ou de gens, qui sont, capables de tout faire parce qu'en fait, on fait tout moyennement. À contrario, je pense qu'il faut, recruter des purs experts comme on l'a fait, avec, Philippe ou avec Lucas. Antoine Karas, a cette vision aussi. Je pense qu'il a fait des recrutements absolument brillants, ces derniers mois et la difficulté, c'est toujours la même, c'est qu'en début de projet, il y a tu l'impression que tout ça, c'est clair dans la tête de chacun, qu'on a une vision, structurée et définie et puis plus, le projet avance, dans sa gestion quotidienne et puis avec la pression qui arrive et ben, ces choses-là, on peut les peut-être pas les écarter, mais on peut un peu les oublier et puis petit à petit, tu vois que le fonctionnement, se dégrade et c'est ça qui m'intéresse. C'est, d'être persuadé que on fait les bons recrutements, qu'on met les personnes au bon endroit et surtout qu'on leur donne des responsabilités et qu'on leur donne, notre confiance pour que, à chaque meeting de de chaque entraînement de cette coupe, on soit capable d'avoir autour de la table des gens qui puissent répondre par oui ou par non et pas par des questions ouvertes ou, des peut-être ou, ça m'intéresse, je veux le développer. Non, ça si on arrive à créer ce fonctionnement où on a que des gens qui savent nous dire oui ou non, on va être performant et on va être capable de progresser, très, très vite. Eh ben, j'imagine que les prochaines semaines vont être, cruciales. Je pense qu'on en saura un peu plus, très prochainement sur les contours du défi français qui devrait donc, sauf surprise, se relancer en vue de cette 38e édition. Quentin et Philippe, merci beaucoup, d'avoir répondu à mon invitation. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne préparation et surtout un bon Grand Prix, de Saint-Tropez. On espérera pour vous une bonne surprise à domicile et quant à nous, ben, on se retrouve, mardi prochain pour le 226e épisode de Pause Report. On parlera d'IMOCA et de Défi Azimut Lorient Agglomération. Merci à tous les deux et bonne journée à tous. Merci à tous et à Saint-Tropez. Merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!